Et nous continuons nos rencontres au Café des Libraires de ce 6e Festival America, en compagnie pour ce plateau de Nathalie Lacroix, qui est libraire au Comptoir des mots dans le 20e à Paris. Nathalie qui est déjà venue hier pour l'interview de Toni Morrison. Je suis ravie de te revoir, Nathalie. On a commencé à avoir l'habitude de travailler ensemble toutes les deux. Alors, vous savez, il y a un auteur qui a dit tout à l'heure oh, c'est bien en France de venir parler de livres parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. Je crois qu'il y a pas mal d'hommes aussi, là. Ça tombe bien, on va parler de couple. Mais par contre, sur le plateau, il y a un petit peu moins de femmes. Et puis en plus, comme tu dis, ça tombe bien puisqu'on va parler de couple. Voilà, donc bienvenue à tous. Nous allons parler sur ce plateau. Vous savez qu'on parle surtout des livres ici, hein, de ce que nous racontent ces auteurs pour vous donner envie de poursuivre la rencontre à travers la lecture. Donc, nous allons parler avec Louise Erdrich du Jeu des ombres, qui est son nouveau roman paru chez Albin Michel. Alors, je vous le montre, c'est pas beau parce que je n'ai que les épreuves non corrigées. Je n'ai pas le vrai qui est sorti. Voilà, j'ai travaillé que sur les épreuves. Et donc, ce livre qui a été traduit par... Je l'ai là, voilà. Je suis perdue dans mes fiches. Isabelle Reynarès. Merci, ma chère Nathalie. Et c'est Rupa Soutankar qui va assurer la traduction pour Louise. À côté de David Mardel qui va assurer sa traduction, Adam Ross qui va nous parler d'un livre qui s'appelle Ladies and Gentlemen. Je vous présenterai tout à l'heure un peu plus longuement Adam Ross. Et puis Jorge Franco, j'ai dit que j'allais essayer mais que je savais que mon accent était affreux, qui va nous parler de son livre paru chez Métellier, Mélodrama. Et c'est Maria Eugenia Franceschi qui va assurer la traduction. Voilà, je vous accueille avec plaisir. Moi, je suis la maîtresse de maison, hein. Je suis l'hôtesse de ce Café des Libraires. Je ne suis pas libraire moi-même, bien que je trouve que ce soit un bien beau métier. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite, Nathalie, par Adam Ross. Adam Ross est né et a grandi à New York. Il faut être gentil avec lui, hein, parce qu'il est champion de lutte. Donc, moi, je ne vais pas dire des choses méchantes. Hein. Comédien, il s'est établi à Nashville. Il est aussi journaliste et critique littéraire. Et son premier roman, le premier roman qu'il a publié s'intitulait Mr. Peanuts. Et là, il nous revient avec ce livre-là, dont je n'ai aussi que les épreuves, parce qu'on me les a envoyés un petit peu avant même que les livres ne sortent. Un livre qui s'intitule Ladies and Gentlemen, et qui a été traduit de l'anglais par Sophie Anna. Et donc, pour en parler, ma chère Nathalie, il va falloir qu'on pose un peu le décor. Donc bonjour, donc on va parler de drôles de couples. Enfin, vous allez voir, ça va peut-être être aussi de sombres couples, ou en tout cas de mystérieux couples, ou en tout cas des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais vous connaissez le couple. Alors pour commencer avec Adam Ross, c'est un conteur, c'est un véritable raconteur d'histoires. Moi j'ai pris un plaisir immense à lire ces 7 nouvelles, qui sont 7 assez longues nouvelles. Dans chaque nouvelle, il y a un suspense absolument incroyable. On ne sait jamais là où il va nous emmener. Et il s'attache particulièrement à raconter ces moments de la vie, ces moments où la vie peut basculer, ces petits moments charnières dans la vie d'un homme ou d'une femme qui font que tout peut changer ou tout ne peut pas changer. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les nouvelles parce que c'est un petit peu compliqué sur un recueil de nouvelles. Je vais m'attacher peut-être à celle qui parle le plus du couple, mais elle parle quand même toutes beaucoup du couple. Peut-être parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, évidemment, dans la vie des hommes et des femmes. Et donc, j'aimerais bien que Adam nous parle d'une nouvelle qui s'appelle La chambre du suicide. Je vais juste vous planter le décor. C'est 4 étudiants et c'est 2 couples. Casey et Will, et Alice et Griffiths, qui est le narrateur de la nouvelle. C'est un univers étudiant, on est à l'université, et en fait, il faut un pari fou, et de pari en pari, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. En fait, j'aimerais bien qu'il nous parle de cette nouvelle, parce qu'en fait, ce sont 2 jeunes couples, donc pour démarrer cette rencontre...
Quelle est l'importance de ces couples? Quelles sont leurs relations à ces 4 personnages? Well, in the Suicide Room, you have a narrator who is at once with one of the women in the group, but is also, essentially committing infidelity with another woman in the group. Alors, dans cette relation à 4 dans la chambre suicidaire, il y a un narrateur qui est lié à une femme dans le groupe, mais en fait, il est constamment infidèle à celle-ci. But what becomes clear as the story proceeds is that our protagonist has great admiration for this woman's boyfriend. He has qualities that in some ways he covets. And, in some ways this is a way of getting close to him. Alors, ce qui devient clair à mesure que l'histoire se déroule, c'est que le protagoniste a beaucoup d'admiration pour l'ami de cette jeune femme et qui a beaucoup de qualités qu'il envie en fait. Et sa relation avec la femme, c'est une manière de s'approcher de ce garçon. Which is to say that the sort of sneaky trick of the Suicide Room is that it's a kind of Bildungsroman or identity story, because this protagonist is really trying to steal these qualities by proximity or by a sort of second degree of knowledge. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que cette histoire, c'est une espèce de Bildungsroman, une histoire d'identité, où le protagoniste, en fait, essaye de voler les qualités qu'il envie chez l'autre, et il essaye de s'en approcher comme ça par une manière tout à fait détournée auprès de la femme. Now, I will just say one thing really quickly. It's sort of an obsession of mine, particularly when it comes to both individuals and couples, because sometimes we only know ourselves by contrast. Everyone has had the experience of going to dinner with their spouse and seeing another couple at dinner be very cruel to each other, and then driving home later with your spouse and saying, "Oh, let's never be like that." Voilà, j'ai une obsession de cette histoire de l'individu et du couple parce que généralement on voit des choses par contraste. Par exemple, on va dîner en ville et on voit un couple qui se chamaille et qui sont cruels l'un avec l'autre. On monte dans la voiture, on rentre chez soi. Alors nous allons jamais être comme ça. Alors ça tombe bien que vous parliez de dîner entre couples, parce que je voulais que vous nous parliez de Sous-sol, qui est une autre nouvelle du livre, où en fait on est à un dîner avec 2 couples. On a Maria qui est enceinte et qui vit avec Nicolas, et on a Carla et le narrateur qui raconte l'histoire. Et en fait, Maria et Nicolas racontent l'histoire d'une de leurs très bonnes amies, qui était une amie à eux quand ils étaient étudiantes, qui est Lisa. Et à travers cette histoire qu'elle va raconter, en fait, effectivement, on décode, un peu comme il le disait, par miroir, on va décoder ce qui se passe dans chacun des 2 couples. Et vous l'avez vu déjà dans la première nouvelle, c'est pas toujours drôle au sens rigolo du terme. Moi, je trouve que c'est un livre sur la cruauté. Oui, c'est très cruel. C'est très cruel. Et donc là, voilà, j'aimerais bien qu'il nous parle de la relation de Maria et Nicolas et de la relation de Carla et du narrateur. Right. Well, it is always very interesting to me the way oftentimes it's almost a kind of comforting Schadenfreude, but the way in which you can oftentimes only know what's good in your own relationship with your spouse by seeing another couple be mean to each other, but also there's a way in which
the couple that we watch tell this story becomes a kind of caution to the main character and his wife because they represent a possible future for them. Oui, moi je suis toujours très intéressé dans la manière où on peut envier les relations qu'il y a, une espèce de Schadenfreude, et que nous ne connaissons bien notre relation avec les autres qu'à travers le miroir d'autres couples et de leur manière de, quand ils sont méchants l'un avec l'autre, on peut se voir également dans cette relation. Et dans cette histoire, le couple que nous regardons, à travers lequel nous regardons, nous ouvre quand même, encore une fois, à cette relation que nous pouvons avoir nous-mêmes avec d'autres personnes. Il y a des descriptions dans ce livre dont on parle, enfin cette nouvelle dont on parle, Sous-sol, l'histoire de l'échographie. Enfin bon, ces deux couples dont l'un montre en vidéo l'échographie de l'autre. Je trouve ça déjà assez surprenant. Mais alors, je peux vous dire que quand je dis que c'est cruel, l'échographie me troubla. C'était ma première et l'enfant à naître ressemblait à une créature mutante, à peine humaine. Sa silhouette était tellement couverte de striures qu'on avait l'impression d'observer le fossile d'un embryon, comme si le fœtus était gravé dans de l'os. Il était allongé à la base d'un cône de lumière, les pieds relevés, les mains recroquevillées près de la bouche. Quand il bougeait, on voyait ses côtes se déployer le long de sa colonne vertébrale, tel le squelette sinueux d'un serpent, me sembla-t-il. C'est parfait que tu lises ce passage, parce qu'en fait, je me disais, on a insisté sur le côté un peu sombre et sur le côté cruel, mais alors, il y a quelque chose qu'Adam fait avec énormément de talent, c'est l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on pleure, mais à la fois, on rit énormément quand on lit ces histoires. Alors, peut-être que pour finir, on peut parler de la dernière nouvelle, qui est la nouvelle qui donne son titre au livre, Ladies and Gentlemen, où en fait on suit Sarah, qui est une journaliste new-yorkaise très affairée et qui prend un avion pour Los Angeles, où elle va retrouver un homme qu'elle a connu quand elle était étudiante, qu'elle a embrassé une seule fois sur la bouche. Donc c'est un voyage plein de promesses, mais elle ne sait pas trop vers quoi elle va. Et dans l'avion, en fait, elle rencontre un homme qui s'appelle Monsieur Hublot, peut-être parce qu'il est assis à côté du hublot. Et en fait, cet homme va lui raconter sa vie. Et j'aimerais qu'Adam nous raconte que raconte Monsieur Hublot et pourquoi ça a une telle importance dans la nouvelle. The man that she meets on the plane. Yeah. I am fascinated with both the saving power of stories and the limits of art vis-a-vis morality, vis-a-vis our moral behavior. I'll let you start there. À propos de l'homme qui est dans l'avion, moi j'ai toujours été fasciné par le pouvoir de rédemption que peuvent offrir les contes, les nouvelles, les histoires et les limitations de l'art. Yeah. Every writer here on this panel has a fantastic education in art with all of its moral seriousness, right? This should be a hedge against moral turpitude or a protection from slipping into moral turpitude. Alors, chaque écrivain ici sur le plateau a une grande éducation en matière d'art. Et puis, le sérieux moral. Et nous devrions être capables de nous protéger un petit peu que l'un ne tombe dans l'autre. Which is a long way of answering your question, because sometimes it is when we hear a story, that we're saved, because we constantly forget some of these lessons. And in the suicide room, in Ladies and Gentlemen, you have a case where a character about to do something that may blow up her life may well be prevented by hearing a story about someone who in fact did.
Alors, nous sommes bien loin de là. De faire quelque chose. On peut entendre une histoire et on peut être sauvé. C'est le pouvoir rédemptateur. Nous oublions toujours des leçons. Dans le cas de Ladies and Gentlemen, je ne sais pas comment vous l'avez dit en français, Ladies and Gentlemen, il y a un personnage dont, dans sa vie, il peut être une histoire peut l'empêcher de faire quelque chose de mal. Voilà, je pense qu'il faut découvrir. Hein, il y a plusieurs histoires, toutes assez cruelles quand même. Je pense que c'est le mot qui les recouvre un petit peu toutes, mais comme tu le disais, avec de l'humour. Et une imagination incroyable. Et une imagination incroyable. C'est assez formidable. Alors on passe maintenant au livre de Jorge Franco, qui est né à Medellín voilà, on ne va même pas dire l'année, je ne sais pas pourquoi tout à coup j'allais la dire. Il a fait des études de cinéma en Angleterre et de littérature en Colombie, si je suis bien renseignée. Votre première œuvre, c'était un recueil de contes qui vous a valu un premier prix national. Et puis votre premier roman, La fille aux ciseaux, a connu aussi un très très grand succès et a été adapté au cinéma sous le titre de Rosario. Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler de ce livre traduit par Bertille Osberg, qui est paru aux éditions Métellier, Mélodrama. Alors on change de décor, on change de registre. On est sur un livre qui est un gros livre, qui fourmille de personnages tous aussi incroyables les uns que les autres, qui est mené avec un rythme incroyable. Ça fait qu'on est totalement happé, par le livre. Et c'est presque comme un feuilleton télé qu'on voudrait jamais quitter, en fait, mais en plus qu'on pourrait lire d'une traite. C'est un livre qui donne un regard assez intransigeant sur la société moderne. On en reparlera peut-être. Et pour vous dire en 2 mots l'histoire, je vais juste vous donner le début parce que c'est un livre qui est à la fois avec une histoire simple et complexe. On est avec Vidal, qui est un jeune et très beau garçon colombien, qui a invité sa mère à Paris parce qu'il a décidé il a eu l'idée en fait de lui faire épouser son ami et son protecteur, Aldolphe de Crécy. Et de là, on va tomber dans une enquête sur un meurtre. Donc on va voir comment. Mais j'aimerais avant tout, puisqu'on est quand même là pour parler de couple, que vous nous parliez de Perla. Donc Perla, c'est la maman de Vidal. Et c'est un personnage qui, au départ, a priori, ne serait pas la femme idéale. Ah non. Bueno, yo con esta historia hice un cambio drástico en lo que venía escribiendo. Había trabajado anteriormente parejas jóvenes, mujeres muy bellas, muy exóticas, violentas, y aquí ya doy un giro hacia una mujer más de carne y hueso, más madura, más cotidiana. Oui, alors dans cette histoire, j'ai fait un changement c'était très différent. Parce qu'avant, j'avais parlé de femmes jeunes, belles, violentes. Et ici, le personnage, il est plus réel. C'est une femme mûre, différente. También hay un cambio en temática. Yo paso de tratar problemas sociales como el narcotráfico o la inmigración de ilegales en Estados Unidos en anteriores novelas. Y aquí me voy por una relación más personal, de una familia disfuncional, para tratar de reflexionar un poco sobre cómo unos roles equivocados dentro de la familia generan también un comportamiento equivocado en la sociedad. Et ici, je change de thématique. Avant, c'était une problématique sociale, le narcotrafiquant, l'immigration aux États-Unis. Et maintenant, alors je parle d'une relation plutôt personnelle, de famille, et pour pouvoir mener une réflexion sur le rôle de la famille et comment ça peut changer à la fin. Alors avant de parler de Vidal, j'aimerais que vous nous disiez, parce qu'en fait le roman se passe à Paris, donc pourquoi vous avez choisi Paris ?
Bueno, esta historia tiene una base real, es algo que sucedió. De hecho, algunos de sus protagonistas aún viven, pero yo lo tomé como una historia de ficción, que es lo que me gusta hacer. Y la historia sucedió en París y eso me permitía crear un contraste importante entre una ciudad como Medellín, que es, como lo cuento en la historia, es una ciudad más pequeña, una ciudad que está apenas en proceso de entrar en un modernismo, y unos personajes que de pronto se encuentran en un París que los deslumbra. Y entonces, pues, ese contraste me sirvió para presentar un poco ese choque cultural que tienen que padecer los personajes en la historia. En fait, mon histoire a une base réelle. Quelques des personnages qui sont dans l'histoire, ils vivent encore. Mais je préfère alors la fiction, c'est-à-dire que je me suis basée dans une histoire réelle, mais pour donner de la fiction. Et c'est quelque chose qui a lieu à Paris. Et j'ai voulu créer un contraste entre deux villes. Medellín, une ville plus petite, qui commence à se développer, et mettre ces personnages à Paris. Ce sont des personnages qui voient une ville merveilleuse, et c'est ce contraste qui m'a permis de créer alors un choc culturel. Et puis le contraste entre les personnages est très important aussi, parce que vouloir marier Perla, sa mère, à Adolphe de Cresset, qui voilà, avec une particule donc en plus, ce sont deux personnages qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et je crois que vous vous êtes bien amusé avec ces contrastes là justement. Sí, y pude presentar un París visto desde el encierro, visto desde la paranoia de esta mujer y desde el desespero que causa la espera para saber algo de Vidal, de su hijo. Oui, et j'ai présenté un Paris alors d'un point de vue paranoïaque de la femme, ce désespoir pour pouvoir connaître la fin. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'étrange maladie dont souffre Vidal, qui lui apparaît au niveau du cou et qui est quand même quelque chose de très important dans le livre? Sí, la enfermedad aparece no se nombra, es una enfermedad que suponemos que puede ser un SIDA, pero yo quise conservar esa ambigüedad porque los personajes reales buscaron también proteger al personaje real y crearon versiones diferentes sobre la enfermedad. Entonces, en ese sentido, quise ser un poco pues, respetuoso de esa confidencialidad. Pero también era importante la enfermedad porque este es un personaje bello que vive de su belleza y va a estar enfrentado a una enfermedad que va a comenzar a desfigurarlo, y para él ahí ya es el comienzo de la muerte. Oui, en effet, Vidal a une maladie, mais cette maladie dont on ne parle pas. Nous pensons que c'est le sida, mais j'ai voulu laisser l'ambiguïté parce que les personnages aussi étaient réels et ils se protégeaient entre eux. J'ai voulu être respectueux et donner cette confidentialité de cette maladie. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un personnage qui est joli, qui doit alors affronter cette maladie et qui à la fin il devient presque défiguré. Alors qu'il est extrêmement beau, on insiste beaucoup sur la beauté de Vidal au début de ce livre. Et puis il y a des retours en arrière, puisqu'on apprend aussi que Vidal il a eu une petite sœur qui a disparu, etc. Et donc pas tout dire. Non, on va pas tout raconter, et il faut que vous découvriez la suite. Juste peut-être, j'avais une toute petite dernière question en fait pour José Franco. Il y a quand même Gabriel Garcia Marquez qui dit de vous, voilà l'un des auteurs colombiens auxquels j'aimerais passer le flambeau. Et je me dis, est-ce que du coup, c'est plutôt chic, mais est-ce que vous vous sentez dans une filiation avec Gabriel Garcia Marquez?
Bueno, pues sí, he tenido una relación amistosa con él. Hace algunos años no lo veo, pero pude compartir a través de la literatura y del cine. Estuve en su escuela de cine en Cuba. Me invitó a dictar un taller con él. Y pues lo que tengo con él es admiración y gratitud, porque pues ha sido muy generoso con mis trabajos y creo que todos los escritores colombianos de alguna manera tenemos que estar agradecidos porque le abrió la puerta a Colombia en el campo literario. A partir de García Márquez comienza a verse a Colombia con ojos diferentes. Oui, alors je connais García Márquez, ça fait des années que je ne le vois pas, mais j'ai eu la possibilité ou l'opportunité de partager avec lui en cinéma et en littérature. J'ai assisté à son cinéma, à son école de cinéma à Cuba. Avec lui, j'ai eu la possibilité de faire un atelier. J'exprime pour lui ma gratitude et mon admiration. Mais je dois aussi dire que c'est grâce à García Márquez que l'écriture en Colombie se connaît maintenant. C'est lui qui a ouvert cette porte pour que les écrivains colombiens puissent être connus. Voilà, eh bien, on va enchaîner avec Louise Erdrich, qui va nous parler, elle aussi, de son tout dernier livre. Louise Erdrich est amérindienne, son père est germano-américain, elle a grandi dans le Dakota du Nord, où ses parents travaillaient au Bureau des Affaires indiennes. Vous vivez désormais, Louise Erdrich, dans le Minnesota avec vos filles. Vous êtes propriétaire d'une petite librairie indépendante qui s'appelle... C'est pour ça que, voilà, belle rencontre de libraire à libraire qui s'appelle, je ne sais pas comment on le prononce, Birchbark Books. Pas facile à dire, hein. L'écorce de bouleau, hein, en anglais, voilà, c'est ça, ce qui veut dire en français l'écorce de bouleau. Voilà, vous avez écrit plusieurs livres qui ont été traduits en français dans la collection de Francis Geffard. Je crois que je les ai absolument tous lus parce que je suis une grande fan. Bon, on peut les citer, mais il y a La chorale des maîtres bouchers, Ce qui a dévoré nos cœurs, La malédiction des colombes plus récemment. Et puis aujourd'hui, celui-ci, Le jeu des ombres, qui est assez différent de tout ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant de Louise Erdrich, où on retrouve cette jolie musique. Donc j'imagine, enfin je me doute que dans la salle, il y a des admirateurs de Louise Erdrich et des gens qui ont, comme moi aussi, lu tous ses romans. Et là, c'est un roman, alors vraiment, c'est un roman absolument exceptionnel, très différent des précédents. On sait que Louise Erdrich est une figure finalement de la littérature indienne, des grands espaces, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle nous entraîne dans un huis clos complètement refermé. Alors il y a évidemment une indignité qui est plus en trame de fond, et là on est vraiment dans le face-à-face d'un couple qui se délite. Donc on est avec Gilles, qui est un peintre célèbre et qui a passé sa vie entière à faire le portrait de sa femme, et sa femme qui est écrivain. C'est un roman extrêmement intime, mais c'est un roman dans lequel il y a une intrigue et un suspense extrêmement forts. En fait, un jour, sa femme s'aperçoit que son mari lit son journal intime. Et au lieu de, j'en sais rien, le cacher, elle fait quelque chose, elle fait quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle décide de continuer ce journal intime, mais en y mettant des éléments qui ne vont pas du tout être les réalités, et de construire un deuxième journal intime qui est son vrai journal intime à côté. Qui est sous clé, hein, que personne ne peut lire. Personne ne peut lire. Absolument personne. Et donc, Louise Erdrich construit son récit comme ça, en une alternance de la lecture de ces deux journaux, l'agenda rouge et l'agenda bleu, et d'une partie narrative d'un récit à la troisième personne. Alors, ma première question ira tout de suite vers cette question. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet agenda rouge et de cet agenda bleu ? Tu veux demander s'ils existent vraiment ? C'est une méthode assez cruelle, en même temps... Well, let's see. I noticed, first of all, and before answering,
I just want to acknowledge my fellow writers here, my colleagues, whose wonderful work we're talking about in some perverse or odd way, I guess. And acknowledge also that there are many women in the audience who came to the odd couples, and I think it must be a greater number of women who think that their husbands are odd. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre à ces questions, vous dire à mes collègues écrivains ainsi qu'à toutes les personnes qui sont dans ce panel combien je suis contente d'être ici aujourd'hui. C'est un vrai plaisir pour moi. Et également de dire que dans le public, je vois qu'il y a une participation féminine très importante pour ce panel qui a comme titre « Jeu de couple » ou « Drôle de couple ». Alors, je ne sais pas si ce sont surtout les femmes. Il y a des hommes quand même dans la salle. Les hommes, levez la main. Oh, mais il y en a quand même. Mais la fin, c'est peut-être beaucoup les femmes qui trouvent que leurs maris sont ceux qui rendent le couple étrange ou de toute façon qui donnent ce titre, cet adjectif au couple. Oh, so then I may ask if we are audience participation. Donc, est-ce que le public peut également participer? To assist, no, but only this question on whether it is cruel if a woman's only secret is violated, her diary, her only secret. Cannot she use some form of manipulation on the man who violates that? Donc, yes or j'ai no? une question. Si une femme un petit sondage. n'a qu'un seul secret dans sa vie, et si l'homme viole ce secret unique qui est rédigé dans son carnet intime, alors à ce moment-là, ne serait-elle pas justifiée pour manipuler et jouer un peu avec les émotions de son mari? Oui ou non? Levez la main. Non, non, non. Merci beaucoup. Mais il faut dire aussi que si la femme Irène n'était pas écrivain, elle n'aurait peut-être pas eu l'idée d'une telle vengeance quand même, qui est tout à fait particulière. Well, true, and she's an academic writer, and she keeps a very intimate diary. So I wanted to create text on text on text. It was an artistic decision. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais c'est également une femme qui est universitaire, donc qui écrit un certain style, et elle a un carnet intime. Et ce que je voulais faire, c'était justement créer des couches de style et d'écriture, un texte sur l'autre. C'était une décision prise par moi. Alors pour parler de la relation homme-femme, page 27, vous faites dire à votre personnage « Les femmes nagent toujours vers les hommes en toute confiance. Nous sommes curieuses comme des loutres, alors que nous devrions être méfiantes comme des serpents. » Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec votre personnage? Writers, should we trust you? Que pensent mes collègues hommes? Faut-il avoir confiance en vous, oui ou non? Adam says no. I don't even trust me. Je ne fais même pas confiance. Il ne se fait même pas confiance lui-même, c'est ça? No. Alors pour en revenir au couple, vous dites quelque chose que je trouve assez intéressant sur la vie privée. Gilles, t'arrive-t-il de réfléchir à ce qu'est la vie privée, enfin en tant que notion? Jusqu'où les gens y ont-ils droit? Jusqu'où les gens renoncent-ils quand ils sont ensemble? Tu sais jusqu'où la vie privée est-elle importante ou justifiée, Gilles? Alors est-ce qu'on renonce vraiment à des choses quand on est en couple? I think it's vital for people in a relationship to maintain a sense of solitude. Je pense que c'est tout à fait indispensable pour ceux qui sont dans un couple de garder un petit coin secret, c'est-à-dire un sens de solitude. And you are right in that this couple intertwines too tightly
Et vous avez raison, dans mon récit, ce couple, en fait, est trop entrelié. So that the suspense is really who will get out. Donc, en fait, le récit, le suspense que je crée, c'est justement de savoir qui va sortir de cela. Parce que ce qu'il faut savoir, donc c'est ce que tu as dit au début, c'est que le mari, donc Gilles, peint sa femme depuis toujours et parfois dans des positions, dans des postures ou des choses. C'est-à-dire qu'elle se dévoile, elle s'offre complètement à l'œuvre de cet homme. C'est pour ça que c'est presque surprenant tout à coup de se dire... Il a lu son journal secret et là, tout à coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça. Ce qu'il faut quand même aussi rajouter, c'est que c'est un couple, c'est pas un jeune couple, donc c'est un couple qui a vécu ensemble et qui a plutôt vécu une histoire apparemment extrêmement harmonieuse. Là, on arrive au moment où c'est difficile. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Maëlle, puisque j'allais justement en parler, page 50, vous dites « Lui volait-il quelque chose en la peignant ? Fabriquait-il une sorte de copie d'elle, habitant une autre dimension que celle des tableaux ?» Et cette relation, effectivement, qu'il y a entre eux, où il la peint et il passe son temps à essayer de la peindre encore mieux et encore différemment, est-ce que c'est ça aussi qui a un petit peu tué leur couple? Well, this was a comment on not only on the relationship, the image of the woman continually used by the man, not only. Oui, effectivement, c'était un commentaire de ma part, non seulement sur la relation entre l'homme et la femme, et le fait que la femme est continuellement utilisée par l'homme. But I wanted to bring the American Indian into the present. This is set in the present. Mais je voulais également que les personnages amérindiens rentrent dans l'actualité, dans aujourd'hui. And as he says, the image of the Native American or the American Indian no longer belongs to us. Et comme il dit, cette image de l'Amérindien, en fait, est une image qui ne nous appartient plus. We're stuck in the 18th century. Nous sommes vraiment piégés au XVIIIe siècle. And even here, it seems that children will imitate Indians by going back to feathers and paint. Et même aujourd'hui, ici, on voit que les enfants, quand ils veulent décrire ou imiter les Amérindiens, eh bien, ils retournent toujours au cliché des plumes et de la peinture. Whereas we have in this book a contemporary artist, contemporary people. Or, dans ce livre, nous avons des personnages actuels, d'actualité, ainsi que des peintres actuels, contemporains. Vous écrivez d'ailleurs à la page 41, « Ne peins pas les Indiens, le sujet l'emporte. » C'était un peintre indien qui le lui avait dit. « Tu ne seras jamais un artiste, tu seras un artiste indien. Ta carrière sera bouchée, tu n'iras jamais plus loin, tu définiras des attentes, etc. etc. » Alors Louise, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'infidélité. Parce que votre héroïne, elle a un avis très intéressant et très particulier sur la question. Je voulais vous lire un passage, mais ça sera peut-être un petit peu long. Mais en gros, elle se dit que elle a eu une petite infidélité, mais elle se dit que si elle en parle jamais et si elle reparle jamais à son amant, c'est pas de l'infidélité. Alors c'est de l'infidélité ou c'est pas de l'infidélité? Oh, absolutely. But this is her way of putting this in a glass so that it will never affect her personally. You know, this is what we all do in some form with looking at some part of ourselves. Oui, tout à fait. Mais pour elle, c'est quelque chose, c'est une image ou un souvenir qu'elle a mis sous cloche. Donc c'est quelque chose qui ne va pas les toucher. Et c'est ce que nous faisons toujours, nous aussi. Il y a une partie de nous que nous mettons parfois sous cloche pour que cela ne touche pas à nos vies.
Vous comprenez, messieurs, que si votre femme vous annonce qu'elle a eu une petite aventure, mais qu'elle l'a mise sous cloche, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave. C'est un peu ça que vous nous êtes en train de nous dire. J'aimerais qu'on parle des enfants, Florian et Ril, et aussi de la relation mère-enfant, mais peut-être d'abord des enfants, parce que comment ils vivent cette histoire? Il y a une scène absolument magnifique sur un toit. Ils sont extrêmement soudés, mais en même temps, ça les atteint quand même beaucoup, le couple de leurs parents qui est en train de peut-être se finir. Well, first of all, just to an aside, I'm traveling in Paris with my mother, and I'm hoping I don't find myself in Mr. Franco's book. Juste entre parenthèses, je voudrais vous dire que je suis ici à Paris avec ma mère et j'espère que je ne vais pas figurer dans un livre de Monsieur Franco par la suite. My mother is perfect. Ma mère est parfaite. However, when we went to Notre Dame, she went to confession. Mais quand nous sommes allés à l'église Notre-Dame, elle s'est confessée. I believe it was to confess my sins. Et je pense qu'elle s'est confessée pour confesser mes péchés à moi. But they're all in a glass bottle. Mais les miens sont tous sous cloche. So, to answer the question, Les enfants. yes, it's the children in this book who suffer, and it was the most painful part of the book. You're very right. I agree. Oui, ce sont les enfants dans ce livre qui souffrent véritablement. C'est la partie la plus douloureuse du livre. Du coup, ils se construisent quand même une relation complètement incroyable. It's an incredible relationship, actually. I admired this strength of Rial, the survival instinct of this young girl. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour la force de survie de cette jeune fille réelle. Alors, vous dites des choses très belles, pour le coup, vraiment sur la relation mère-enfant. Vous dites notamment « Le cerveau d'une mère est un monceau de déchets où subsiste le guano culturel des âges de chacun de ses enfants. » Et un peu plus loin, vous citez toutes les choses qu'on a arrangées dans la chambre de ses enfants, qu'on a fait avec ses enfants, les Playmobil, les Lego. Et vous dites, et puis voilà, le tout est compacté avec un mortier de bonbons des vieilles fêtes d'Halloween et transformé en un solide soubassement de connaissances enfantines. Et ça, c'est très beau. Et vous insistez sur la relation entre la mère et les enfants. Et vous venez de parler de votre mère à Paris. Et vous parlez aussi de la relation de la mère à la mère. Est-ce que tout ça a un lien? It is. It's. I mean, my daughter's in the audience. I'm not going to identify her, but she's part of my soul, you know. Oui, effectivement, c'est lié. Ma fille est également ici dans la salle. Je ne vais pas vous dire où elle est exactement, mais bon, elle fait partie de mon âme, ma partie la plus intime. And I very much love Colette's writing about Sido. J'aime beaucoup ce que Colette a écrit sur Sido. And I brought the book because I wanted to read it here. Je suis venue avec ce livre parce que je voulais le lire ici. And she asks in the beginning, where are the children? Her mind is always on her children. This is the mother's mind. Et tout à fait au début, elle pose la question, où sont les enfants? Elle est toujours préoccupée par les enfants. Et en fait, ça, pour moi, c'est l'esprit d'une mère. And even now, I know my mother's mind is on me. Et même maintenant, je sais que ma mère pense à moi, son esprit est préoccupé par moi. Alors sinon, juste un petit mot peut-être de ce passage où vous parlez de l'enterrement des obsèques du père de Gilles, donc le mari d'Irène. Vous écrivez ceci: parce que le père de Gilles n'avait pas épousé sa mère, une blanche, ni eu l'occasion d'apposer son nom sur le certificat de naissance de son fils, Gilles n'avait pas la possibilité d'appartenir à la tribu paternelle qui de toute façon avait
connu la terminaison puis la reconnaissance fédérale, ce qui avait totalement embrouillé les registres des droits d'appartenance. Et puis donc, le père de Gilles meurt, et tout à coup, une voiture pleine d'individus à la peau brune apparut soudain sur le parking de l'immeuble où Gilles vivait avec sa mère, à Billings, dans le Montana. Et ils vont se joindre à eux, et c'est ainsi que Gilles va tout à coup découvrir cette famille et cette communauté indienne. En même temps, il en est heureux, il a l'impression d'être comme dans un rêve, et en même temps, il a l'impression d'avoir vécu une imposture. C'est si difficile d'avoir cette double appartenance. It is a strange relationship that Native American Indians have with the U.S. government, in that for instance, we have to have identity cards. We have to prove who we are through our ancestors, our bloodlines. And we have a dual citizenship, both a United States citizenship and a citizenship in our tribal nation. So there is a very complex legal identity. Oui, tout à fait. Il y a une relation très étrange, de toute façon, entre les populations amérindiennes et le gouvernement américain. Par exemple, nous devons avoir des cartes d'identité, nous devons prouver qui nous sommes, qui sont nos ancêtres, par exemple les lignées, et nous avons une citoyenneté double, c'est-à-dire une carte d'identité des États-Unis, ou un passeport, et également une carte d'identité de notre nation tribale. Donc, c'est une relation juridique très complexe. And otherwise, in this contemporary, the next book, the character says, however, like sex, love, having a child, the government should have no interference. American Indians know each other, who they are. Et dans un prochain livre qui va sortir, qui parle justement d'une période contemporaine, le personnage principal dit que dans des histoires d'amour, de sexe, d'enfants ou de parenté, le gouvernement ne devrait pas intervenir ou avoir son mot à dire. Donc à ce moment-là, les Indiens devraient être complètement indépendants. Pour finir, je voudrais quand même rajouter, parce que du coup on a beaucoup parlé de couple, on a parlé de choses très intimes, mais alors c'est un thriller, je le redis parce que ça peut paraître, je me dis que peut-être ça peut paraître étonnant, mais alors c'est vraiment un livre que vous pouvez pas lâcher, c'est un thriller, il y a un suspense jusqu'au bout, jusqu'au dernier chapitre. Il nous reste 2-3 minutes, Maët, ou pas, je vois. Bien sûr. Non, parce que je me disais que peut-être on pouvait poser une question générale, on pouvait se dire que chacun pouvait avoir une dernière phrase, la phrase qu'il avait envie de dire sur le couple, et nous dire s'il travaillait sur un autre livre. Petite phrase sur le couple, Adam. Oh, well, une petite conclusion, quoi. I was just thinking as Louise was talking about how the mother's mind is always on the children, my mind was on Louise. Je voulais simplement dire, pendant que Louise parlait, elle disait que toujours l'esprit de la mère est toujours porté sur les enfants. Et moi, je voulais dire que le mien était porté sur Louise. Which tells you everything you need to know about men. Ce qui vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur les hommes. Alors, que répond Louise à cela? Now I won't stop thinking about you, Adam. Moi aussi, je vais penser tout le temps à toi, Adam. Voilà, une belle histoire d'amour qui commence sur ce plateau. No. I think we all love to write suspense. We all love it. Je pense qu'on aime tous écrire avec un récit avec du suspense. Un petit mot de fin, Jorge. Pues mi relación de pareja es más fuerte con mis personajes y he tenido que hacer una elaboración de esas relaciones porque siempre escribo sobre mujeres dominantes basado en la realidad y ahora mi próximo proyecto estoy empeñado en que sea el hombre el que lleve las riendas de esa historia.
Mon rapport avec le couple a été avec des personnages très forts et j'ai toujours mis dans mes personnages des femmes très dominantes. Mais mon prochain projet, je voudrais que ce soit un homme et un homme différent. Voilà. Rendez-vous dans 2 ans. Oui, absolument. Alors, je rappelle les titres des livres. Donc, celui de Louise Erdrich, Le jeu des ombres, qui a été traduit par Isabelle Renarez et qui est paru aux éditions Albin Michel. Celui d'Adam Ross, qui a été traduit par Carole d'Ivoire et qui est paru aux éditions 10-18 et qui s'intitule Ladies and Gentlemen. Et puis, celui de Roré Franco, Mélodrama, qui a été traduit par Bertil Hausberg et qui est paru aux éditions Métellier. Merci à nos interprètes, à nos charmants interprètes sur le plateau. Et ils vont aller signer leurs livres. Voilà, merci.